Donc c'est la population de la Belgique, hein, je ne sais pas si vous imaginez, dans un seul nid. Et elle est toute seule, hein, elle va les pondre. Alors chez les fourmis, il faut savoir que on ne naît pas reine. En réalité, quand une fourmi fait des larves, des bébés, des œufs, c'est la nourriture qu'elle va recevoir qui vont lui donner en fait son avenir. Plus une fourmi est nourrie, c'est un peu comme chez les abeilles, quand les larves d'abeilles sont nourries avec de la gelée royale, ça va donner des reines. Si elles sont nourries plutôt avec du pollen et du nectar, ça va donner des ouvrières. Mais chez les fourmis, c'est la même chose. Là, c'est vraiment une différence entre dans la qualité de la nourriture que la larve va recevoir qui va dire si elle devient reine ou si elle devient ouvrière. Donc il n'y a pas vraiment de choix. Et par contre, une fois qu'elles sont embarquées dans ce chemin de vie, reine ou ouvrière, tout est bouleversé. Une fourmi qui est stérile, une ouvrière, ça va vivre 2 ou 3 mois dans la nature. Une reine, donc avec le même patrimoine génétique, hein, juste elle a reçu de la nourriture différente, elle va vivre jusqu'à 25 ans. Donc il faut imaginer que c'est comme si vous aviez des clones, et juste en les nourrissant différemment, et c'est donc les facteurs épigénétiques qui vont rentrer en jeu, qui vont faire que vous allez avoir un chemin de vie complètement différent. Donc si on revient chez ces fourmis légionnaires africaines, vous avez une reine donc, qui va pouvoir générer plus de 20 millions d'individus au cours d'une vie. Et c'est des fourmis qui vont se déplacer tout le temps. Mais si jamais elles rencontrent une autre famille, là c'est la guerre complète, la guerre ouverte. Donc vraiment, quand on dit société d'insectes sociaux, on devrait dire famille d'insectes sociaux, plutôt. Ouais, alors moi du coup ça me suscite 2 réactions, c'est-à-dire qu'une famille dans laquelle on détermine au moment du nourrissage des petits, toi tu vas évaluer comme ça, toi tu vas évaluer comme ça, et notamment le statut de reine c'est le statut par défaut, hein. C'est le statut d'ouvrière, etc., en tout cas chez les abeilles, qui est contraint par la nourriture. Moi ça me... Voilà, en tant qu'humain, on n'imagine pas projeter ça sur notre espèce, parce que ça voudrait dire qu'on contraindrait dans son développement les enfants pour qu'ils soient stériles, pour que ce soit de bons ouvriers, pour qu'ils vivent moins longtemps, beaucoup moins longtemps, et qu'ils servent le bien commun. Bon, c'est très très difficile à envisager pour nous, en fait, ce genre de système. Alors là, c'est pareil, c'est un choix, mais le choix est fait par les ouvrières, parce que la reine ne s'occupe pas de ce qui, c'est pas elle qui choisit. La seule chose que la reine choisit, c'est le sexe de l'œuf qu'elle va porter. Soit elle peut choisir si ce sera un mâle ou une femelle. C'est la chose qu'elle peut choisir. Mais une fois qu'elle a fait une femelle, c'est les ouvrières qui vont choisir cette fourmi, larve va devenir une ouvrière ou une reine. Et c'est en fonction des saisons et de l'apport alimentaire. Donc, par exemple, les reines ne vont pas être produites maintenant, là, parce qu'il commence à faire froid. Et il y a très peu de nourriture qui rentre dans la colonie, c'est plutôt le temps de faire des réserves, mais elles vont être produites au printemps quand on a vraiment la nourriture à foison. Alors, comment les ouvrières choisissent qui devient reine et qui devient ouvrière? On ne le sait pas à l'heure actuelle. Les scientifiques sont incapables de déterminer comment les ouvrières, en fait, déterminent quelle proportion elles vont allouer au travail, et quelle proportion elles vont allouer à la reproduction. On ne sait pas encore, ça reste un mystère. Ouais, j'ai une autre question qui m'est venue en t'écoutant. En fait, normalement, en termes de survie, la sélection naturelle l'a bien prouvé, plus il y a de brassage génétique, plus normalement une espèce est protégée et apte à survivre, en fait. À partir du moment où c'est des groupes familiaux et où tu me dis qu'il n'y a pas ou peu de contact avec les autres familles, comment est-ce qu'on obtient un brassage génétique? Ah si, alors chez les fourmis, il y a un énorme brassage génétique parce que déjà les reines, alors comment se passe le cycle de vie? Les reines, elles sont produites au printemps et c'est ce qu'on appelle les fourmis volantes. Les gens disent « Ah, des fourmis volantes !» En fait, quand vous voyez les fourmis volantes, en fait, c'est des essaims de reines. Et donc, chaque colonie va produire un essaim de reines chaque printemps qui vont s'envoler, se reproduire avec des mâles d'autres colonies. Donc là, il va y avoir un brassage génétique et de plus, elles vont souvent s'accoupler avec plusieurs mâles. Et elles vont garder ça dans une spermathèque, parce qu'elle vit quand même 25 ans, et elle va s'accoupler qu'une fois, la reine. Une seule journée. Donc elle a intérêt à avoir une grosse réserve, quand même, pour produire 20 millions d'individus. Et donc elle a une spermathèque qui lui permet de garder, ça aussi c'est assez hallucinant, c'est de garder des spermatozoïdes vivants pendant 25 ans. Ça aussi, on ne sait pas trop comment, en fait, elle fait ça. Et donc il va y avoir un brassage génétique, et surtout aussi, on parle souvent que d'une reine, mais il y a énormément d'espèces de fourmis où il y a plusieurs reines qui ne viennent pas des mêmes colonies d'origine. Et elles vont se partager, au début, elles vont quand même se battre un petit peu, mais après, il va y avoir un certain équilibre qui va se passer. Et donc, oui, voilà, on a un brassage génétique qui fait... Et souvent, on a même des colonies où, finalement, la relation génétique, elle est presque zéro. Et on a aussi un système, par exemple, chez les fourmis qui est absolument assez... Moi, je trouve ça exceptionnel, c'est ce qu'on appelle les fourmis esclavagistes. Alors, les fourmis esclavagistes, c'est des fourmis qui vont attaquer des nids d'une autre espèce de fourmis et qui vont leur piquer les bébés, quoi. Elles vont arriver, elles vont piquer toutes les larves
et elles vont les prendre dans leur nid et les élever. Et ces fourmis, elles vont naître dans le nid et elles ne sauront jamais qu'elles ne viennent pas de cette colonie, alors qu'elles ne sont même pas de la même espèce. Et elles vont travailler avec les autres. Alors, c'est pas que les autres font rien et qu'elles utilisent comme esclaves, ça c'est un anthropomorphisme, hein, qu'ils les ont appelés les fourmis esclavagistes. Et en réalité, ces fourmis, elles vont travailler comme si elles faisaient partie de la colonie. Et elles vont même participer à des raids d'esclavage après, pour aller piquer leur propre ancienne colonie, sans savoir que finalement elles venaient de cette colonie-là. Donc c'est pour ça que dans une même colonie, et en fait ces fourmis-là vont même se sacrifier pour ceux qui les ont kidnappés au départ. Et donc finalement, en modèle sociétal, ça fait quand même pas trop rêver. Disons que ces fourmis qui sont prises en esclavage, elles ne sont pas en esclavage, elles ne sont pas prises en esclavage qu'elles seraient dans leur propre colonie, elles font le même travail, c'est juste qu'elles le font dans une colonie qui n'est pas la leur. Mais transposer à l'espèce humaine le vol des bébés, je pense que non, c'est ça. Mais c'est pour ça, il ne faut jamais transposer en fait ce qui se passe chez les fourmis à l'humain, ça n'a juste rien à voir. Rien à voir. Audrey, tu évoquais tout à l'heure les fourmis géantes de Venn. Est-ce que la taille a une pertinence? Est-ce qu'on connaît des colonies d'insectes sociaux, de gros insectes sociaux? Ou est-ce qu'on peut imaginer des fourmilières de fourmis d'un mètre Non, la plus grosse fourmi, c'est la reine des fourmis légionnaires et elle fait 10 cm. Ce qui est déjà un peu costaud quand même, comme ça. C'est pas très beau en plus, hein, parce que c'est fait de ça de thorax, ça de tête, et puis tout ça c'est l'abdomen rempli d'œufs. C'est pas très. Non, les fourmis, alors les plus grosses fourmis, la plupart du temps, sont des colonies beaucoup plus primitives phylogénétiquement. Et elles sont très peu nombreuses. Donc par exemple, vous avez ce qu'on appelle la bull ant, qui est Paraponera. On l'a appelée comme ça parce que la douleur d'une piqûre fait la douleur d'une balle qu'on prendra en plein cœur. Et heureusement pour nous, c'est des très grosses fourmis qui font 2 à 3 cm. Mais assez costaud, et heureusement pour nous, elles sont que 100 dans la colonie. Si vous marchez dessus, bon, c'est ça. Après, les plus grosses colonies connues, c'est à l'heure actuelle la colonie de fourmis d'Argentine qui a envahi toute la côte méditerranéenne. Donc ça part du Portugal, ça fait tout le tour, l'Espagne, l'Italie, la France, etc. Toute la côte méditerranéenne, c'est des milliards de fourmis. Et elle est toute petite comme ça. Alors elle paraît assez inoffensive, mais elle a carrément mis dehors toute la biodiversité qu'il y avait quand même sur la côte littorale, donc c'est quand même un petit problème. Donc en fait, il ne faut pas vraiment juger l'intelligence ou la force d'une fourmi à sa taille, parce que c'est souvent les plus petites fourmis en fait, qui sont presque les plus organisées que les plus grosses fourmis. Et est-ce qu'on comprend comment joue ce paramètre de taille? Alors c'est pareil, c'est une histoire de nourrissage. Donc il va y avoir par exemple des colonies de fourmis. Alors vous avez peut-être tous entendu parler des fourmis coupeuses de feuilles, qui sont en Amérique du Sud, qui transportent des feuilles comme ça et qui cultivent un champignon dans la colonie et qui font de l'agriculture. Chez cette fourmi-là, vous avez donc, c'est souvent 5 millions d'individus, et dans ces 5 millions d'individus, vous allez avoir donc, toutes elles sont sœurs, et il y en a qui font 1,5 mm et qui vivent dans le champignon, celles qui s'occupent du champignon, et vous allez avoir des soldats qui vont faire 2,5 cm. Et génétiquement, ils sont identiques, au départ c'est le même œuf, et c'est juste une histoire de nourrissage aussi, qui va en dire ça, on a besoin de soldats, donc on va nourrir nos larves, on a besoin de jardiniers, donc on va faire des petites larves, etc. Mais dans une même colonie, on va avoir toute une gamme de tailles différentes. Avec le même patrimoine génétique. Donc du coup, c'est vrai que cette spécialisation, moi, elle m'évoque en fait l'intérieur d'un seul organisme. Oui, et d'ailleurs, la colonie de fourmis a souvent été traitée comme un super-organisme. On appelait ça le super-organisme. Même chez les abeilles, on a aussi appelé ça, il y a des livres qui s'appellent le super-organisme chez les abeilles. Parce qu'on a l'impression que vraiment, on a une spécialisation, comme on aurait une division de travail cellulaire dans notre corps, où finalement la reine, ce serait notre appareil reproducteur. On aurait certaines fourmis qui protègent le nid, qui serait le système immunitaire. Toutes les fourmis qui mangent la nourriture, qui serait le système digestif, etc., etc. Et c'est pour ça que ça a souvent été considéré comme un super-organisme, parce que la fourmi va vivre pour sa colonie et se sacrifier, donc comme on disait, pour sa colonie. Et quand je dis sacrifier, on a ce qu'on appelle des fourmis kamikazes qui ont littéralement explosé à la tête de leur adversaire s'il y en a eu un besoin au cours d'une guerre entre deux sociétés. Donc il y a vraiment cette idée de sacrifice et d'altruisme très très fort chez les fourmis. Donc on parlait de modèles de société, on vous incite à parler de modèles de société. Tu semblais suggérer qu'il y avait en fait des modèles très très différents au sein de la même fourmilière. Tu parlais par exemple des radeaux tout à l'heure. J'imagine que l'organisation d'une fourmilière sèche, sans menace, et des mêmes individus en radeau n'a absolument rien à voir. Comment passe-t-on? Est-ce qu'il y a plusieurs modèles possibles? Comment passe-t-on? Alors voilà, le problème chez les fourmis, c'est que souvent on parle des fourmis, mais il faut savoir qu'il y a 12 000 espèces de fourmis connues.
Bon, sûrement, on ne les connaît pas toutes, parce qu'il y a des toutes petites cryptiques encore qu'on trouve tous les jours. 12 000 espèces, moi j'aime dire 12 000 histoires à raconter. Parce que on va avoir tout type d'organisation. Et on ne pourra pas toutes les raconter aujourd'hui, mais il y en a, voilà, vous allez avoir les fourmis tisserandes, celles qui tissent, vous allez avoir les fourmis pot de miel, celles qui stockent de la nourriture dans leur abdomen, vous allez avoir plein de caractéristiques comme ça, et on retrouve rarement toutes les caractéristiques dans une seule espèce. Alors si par exemple on reparle de littérature, et on pensait forcément au livre des fourmis de Bernard Weber, il a pris beaucoup de caractéristiques de plein d'espèces différentes qu'il a mis au sein d'une même espèce qui était Formica, qui était donc la fourmi des bois. Mais en réalité, souvent, on ne va pas retrouver toutes ces caractéristiques dans une seule colonie. Mais oui, donc les fourmis radeaux, par exemple, parce que c'est des fourmis de feu, on les appelle fourmis de feu, parce qu'elles coupent les circuits électriques aux États-Unis et que leur piqûre est extrêmement douloureuse, ça brûle énormément. Et c'est un vrai problème. Il y a pas mal de gens qui souffrent de ces fourmis-là. Et elles sont connues pour cette espèce d'élasticité, donc elles font des boules, elles font des grappes, elles font des radeaux, mais c'est leurs caractéristiques qu'on ne va pas du tout retrouver par exemple chez les fourmis coupeuses de feuilles.